Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Bel et Bien spécial anti-stress avec la grande maîtresse yogi Agathe Le Caron. Namasté. Namasté Agathe. Alors Agathe, dites-nous pourquoi vous pratiquez le yoga. Qu'est-ce qui vous stresse au quotidien? Ce qui me stresse au quotidien, tout, Ali, mes enfants, mon énorme charge de travail. Et non, je fais du yoga parce que ça me permet de rompre le rythme de mes semaines. Voilà, ce sont des parenthèses pour moi et ça me permet de rester en forme, de travailler ma souplesse et mon équilibre. Alors, c'est vrai. Comme 6 Français sur 10, Agathe, vous êtes stressée au quotidien. Oui. Et ce matin, on va vous aider à lutter contre ce stress, car il peut avoir ce stress des répercussions psychologiques avec des problèmes d'humeur ou de sommeil. Il peut également avoir des conséquences sur notre organisme avec des soucis de peau ou de ventre, vos fameux ballonnements, Agathe. Oui, vous m'avez bien aidé grâce à votre expérience. Vous en parlez très souvent dans l'émission. Bon, en tout cas, pas de stress. Pourquoi? Parce qu'il y a Christophe André, notre sauveur, qui va nous donner toutes les solutions pour maîtriser son stress. Et puis évidemment, il n'est pas seul. Pour l'aider, l'équipe de Bel et Bien, notre neuropsy Sylvie Chocron est avec nous, mais aussi nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey, Stéphanie Stan Gusman et André Manoukian qui a invité son amie, la merveilleuse Élodie Frégé, pour évoquer avec elle le stress de monter sur scène. Et puis dans la foulée, ils vont partir en live sur notre plateau, donc il faut surtout rester bien avec nous. Sans oublier notre envoyée spéciale Sarah Cadour qui va se rendre dans les plus grands centres anti-stress de Paris pour nous présenter les toutes dernières thérapies. Les présentations sont faites, découvrons sans plus attendre le sommaire de votre magazine Bien-être. Nous recevons Patrick Amar, psychologue et coach en entreprise, qui nous apprend à apprivoiser notre stress afin de le transformer en énergie positive pour se réaliser personnellement et professionnellement. Car oui, c'est possible. Eczéma, acné, rides, le stress a des conséquences sur notre peau. Mais on les traite en présence du spécialiste en dermatologie, Philippe Imbert. Et dans la foulée, on en fait de même avec les nombreuses complications gastriques que le stress peut engendrer. Enfin, on vous offre une excursion 100% zen dans la ville la moins stressante de France, le Venise des Alpes, Annecy. Un voyage inspirant et dépaysant où les gens sont en accord avec la nature. Le rythme de la nature nous invite à ralentir et peut-être aussi à aller rechercher quel est notre propre rythme. On a aussi cette possibilité de déconnecter des préoccupations de la journée très facilement. Salut les amis. Salut Ali. Namasté. Non, j'adore quand il dit « Salut les amis !» C'est le côté Club Dorothée. Ben oui, on Cette adore. émission. Non, mais c'est franchement pour un samedi Avant matin. de s'attaquer à notre dossier du jour, Stan, vous vouliez nous offrir un panorama des techniques 100% anti-stress à l'étranger. C'est le tour du monde en 80 secondes. « 80 secondes d'image internationale pour vous prouver que le stress n'est pas qu'un mal français et que partout ailleurs, on cherche à se détendre. Et on commence notre voyage avec une escale en Inde, là où est née la gélothérapie, plus connue sous le nom de yoga du rire. Une discipline popularisée dans les années 90 qui consiste à réduire son stress par des séances collectives de fou rire. Et le grand gourou de cette discipline, c'est lui, le yogi Ramesh Padney. Selon lui, cette thérapie est accessible à tous car il est nul besoin d'humour ou de blagues pour y accéder, juste des rires communicatifs sans raison pour atteindre des respirations profondes propices à la relaxation. Depuis, le yoga du rire connaît de plus en plus d'adeptes, que ce soit sur ses terres indiennes d'origine ou partout ailleurs dans le monde, comme ici aux États-Unis. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien les faire rire autant? Sans surprise, nul autre que lui. Moi, ce qui m'embête dans mon visage, pas grand-chose. Je vais vous faire un aveu, le yoga du rire, c'est un des trucs qui me déprime le plus au monde. Oui, Ça c'est d'une vrai. tristesse absolue. Non, mais c'est vrai. Ça peut faire de la peine, mais on va quand même se retourner vers Christophe. Est-ce que vous confirmez les effets anti-stress du rire? Est-ce que, comme le dit le très fandard président de la Confédération suisse, rire, c'est bon pour la santé. alors, sans aller jusqu'aux séances collectives de yoga du rire, vous êtes d'accord, Christophe? Le rire en général. Ouais, non, le rire, ça fait
toujours du bien. Alors le problème, c'est que quand on est stressé, c'est compliqué de déclencher des éclats de rire. Déjà, si on arrive à sourire de soi-même, de ses exagérations, de ses scénarios catastrophes, c'est déjà pas mal. Après coup, rire souvent dans la vie des gens, effectivement, c'est excellent. Alors, on suppose que ça a peut-être un effet prolongé. Ça nous permet au stress suivant de stresser moins fort. Mais en tout cas, globalement, le rire est bon pour la santé. Le monsieur, là, malgré son air sévère, a bien raison. Il a bien raison. On poursuit notre voyage anti-stress au Japon, au pays de la calinothérapie. Là-bas, on évacue son stress grâce aux vertus des caresses et vous allez voir que tout est bon à câliner pour se faire du bien. À commencer par des petits minous, comme ici au Neko Café, le premier bar à chat de Tokyo. Sur place, offrez-vous un café et une séance de ronron thérapie en même temps, car chat fait du bien. Désolé. Bref, d'après les experts, il n'y a rien de tel pour se déstresser que de caresser des bêtes pleines de poils, comme eux ou comme lui. Et si vous n'avez pas de chat ou d'arménien à caresser, autre technique de calinothérapie née au Japon dans la forêt d'Akazawa, la sylvothérapie ou le fait d'enlacer des arbres pour rester zen. Une thérapie remboursée par la sécu japonaise depuis 1982. Alors vous allez me dire que j'ai l'esprit mal placé, mais personnellement, je trouve que parfois ça prête un peu à confusion, non ? Alors, les bienfaits de la nature, on en parlera tout à l'heure, Christophe. Mais d'abord, je me demandais, est-ce que vous validez les vertus anti-stress des animaux sur notre organisme ? Oui, et puis il n'y a pas que moi. Toutes les études, là encore, c'est étonnant, montrent que les propriétaires de chats, de chiens, lorsqu'ils caressent leurs animaux de compagnie, voient leur tension artérielle se régulariser, sécrètent moins de cortisol, ont davantage d'ocytocine, etc. Donc, ça paraît très simple, très étonnant que ça puisse avoir tant de vertus, mais en réalité, ça marche parfaitement bien. Donc oui, allez-y, si vous aimez les animaux, profitez-en, c'est aussi bon pour votre stress. J'aurais pu aussi vous parler d'une autre technique de calinothérapie qui fait un bien fou, les free hugs. Souvenez-vous, ces câlins gratuits proposés à des inconnus dans la rue à une époque où l'on pouvait encore s'étreindre sans aucun geste barrière. Qu'est-ce que ça me manque du coup, si vous le permettez. Elsa, je suis négatif et un peu en manque d'affection. Un petit free hug, s'il vous plaît. Attention à mon dos. Oh là là. Alors Christophe, ne croyez pas que je profite de la situation, bien au contraire, je crois aux vertus des caresses. Quelle est votre prescription en la matière ? Alors là, sur les caresses, effectivement, vous pouvez y aller, vraiment. C'est encore plus fort que les animaux. Ça a été étudié, des scientifiques, alors c'est des bons choix pour les études, ont étudié ce qu'on appelle le toucher affectif ou le toucher émotionnel. Et figurez-vous qu'ils ont cherché à voir quel était le type de toucher Ça va, faisait... Jaloux. Quel est le type de la manière de caresser, la manière de toucher qui fait le plus de bien? Donc, ils ont mesuré différentes vitesses, 5 mm seconde, 5 cm seconde ou 50 cm seconde. Et sans surprise, c'est lorsqu'on caresse les gens à la vitesse de 5 cm seconde qu'on a les résultats les plus forts et les plus agréables. Et c'est pour cela que le pot à pot à la naissance d'un bébé avec la Absolument. mère est si important, si fondamental pour déstresser le bébé et la mère. Mais même au-delà de ça, parce qu'on a montré que ce pot à pot, dès les premières heures de vie, il va aussi contribuer au développement cérébral. Et donc c'est vraiment extrêmement important, non seulement pour diminuer le cortisol, diminuer le stress, mais aussi développer votre cerveau. Vive les caresses. Ouais. Merci beaucoup Stan. Retour en France pour ouvrir notre dossier du jour. Alors, quelle est la différence entre le bon et le mauvais stress ? Le bon stress, c'est celui qui nous donne des ailes pour demander une augmentation ou déclarer sa flamme à une belle inconnue croisée dans la rue. Hein ? I believe I can touch the sky. Le bon stress est également celui que nous avons hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs pour nous prévenir du danger, fuir face à un rhinocéros qui vous charge dans la savane africaine, ou aujourd'hui éviter de justesse un bus quand nous traversons la rue. Et puis il existe un mauvais stress qui épuise à petit feu notre organisme et notre psychisme quand notre système d'alarme est déréglé, à l'image du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Le problème avec le mauvais stress chronique, c'est qu'il fait peser des risques sur notre santé, mais heureusement, il est possible d'agir contre cet ennemi. On vous dit comment dans un instant, mais d'abord, on vous explique ce qu'il se passe dans notre cerveau quand nous sommes stressés.
Suez, palpitations, maux de ventre, vous pensez être amoureux et là, s'il n'en est rien, vous faites face au stress. Le stress, c'est cet ensemble de mécanismes de défense que notre organisme met en place quand il se sent agressé par une menace physique, comme un voleur qui rentre chez vous par effraction, ou une menace psychique, comme la possibilité de louper son train. Et dans ces cas-là, notre cerveau passe en mode alerte générale, et c'est lui qui contrôle tout. Enfin, plus précisément, l'amygdale qui va activer tous nos systèmes de protection façon pilote automatique. Le système hormonal d'abord, avec libération d'adrénaline et de cortisol, l'hormone du stress, le système cardiaque avec le cœur qui s'accélère, le système moteur avec les muscles qui se crispent. En fait, quand on est victime de stress, notre cerveau perçoit les modifications d'environnement, traite les infos pour en évaluer les risques et définit les stratégies pour y faire face. Et tout ça en un temps record, pas mal foutu. Bref, le stress, c'est un mal nécessaire. Le souci, c'est quand cet état dure trop longtemps, comme si la menace extérieure ne disparaissait jamais. Et quand ça arrive, l'organisme sur le qui-vive va s'épuiser physiquement et psychologiquement, avec des risques pour la santé, comme des infections, de l'anxiété, de la tachycardie, des burn-out, de l'insomnie, de l'hypertension ou pire, la dépression. Mais on se déstresse. Temps calme, ça se soigne. Et pour cela, il faut d'abord identifier les situations de stress pour s'y préparer. Et elles sont propres à chacun. Si hier encore on était stressé face à une bête féroce qui voulait vous dévorer, on peut l'être tout autant aujourd'hui face à la batterie faible de son smartphone. Que voulez-vous? Si notre stress a évolué avec le progrès, les mécanismes, eux, n'ont pas bougé. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, le divin messie du bien-être est arrivé pour répandre la paix intérieure sur Terre. Christophe André va nous expliquer de sa parole céleste comment maîtriser son stress. Un peu flippant là, sur la Oh photo. non, jamais flippant. Heureusement, Christophe est là. Oui, mesdames et messieurs, pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez déjà la différence entre stress et anxiété, parce que c'est pas la même chose. Non, on a très bien vu dans cette magnifique vidéo, très pédagogique, que le stress, au fond, c'est un phénomène normal, ancestral, qui mobilise nos ressources pour nous aider à affronter l'adversité. Donc, normalement, le stress est adaptatif et il ne fait pas mal. Si on est juste stressé, c'est que l'environnement nécessite qu'on se prépare, c'est une mobilisation générale, mais ça ne fait pas souffrir. L'anxiété, c'est sans doute arrivé un peu plus tard dans l'évolution de notre espèce, c'est la capacité à anticiper les stresseurs futurs, les stresseurs à venir. Et au fond, c'est une sorte de stress autoproduit. Donc l'anxiété, elle est déjà moins adaptative, en tout cas elle peut ne pas nous rendre service si elle débouche sur des ruminations par exemple, et surtout elle fait souffrir. Normalement, le stress est adaptatif et ne nous fait pas souffrir, sauf effectivement s'il est répété, chronique et si les occasions de stresser se multiplient. Alors on l'a compris, le stress est l'ensemble des réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à une situation dite stressante. Sarah Cadour est donc allée interroger les Français pour savoir quels étaient leurs facteurs de stress. Est-ce que vous êtes du genre à stresser au quotidien? Ouais, à fond, ouais. Oui, je suis hyper anxieuse. Oui, beaucoup. Oui, vraiment pour un rien. Quels sont vos petits tics nerveux? On peut se gratter, je dirais. Je bouge mes bagues, c'est pour ça que j'en ai besoin. Quand j'en ai pas, je suis là, elle est où? Je m'arrache les cuticules autour des doigts. Quand je suis en vacances, j'ai des doigts parfaits et quand je suis en période d'examen ou de stress, laisse tomber, c'est un chantier, quoi. Quels sont les petits trucs du quotidien qui vous stressent? Le métro, les gens. Si je suis pas bien, que je dois appeler le médecin. Quand je dois parler en public, surtout en cours, quand je dois faire un exposé ou un examen ou faire un truc comme ça me panique totalement. Je pense que c'est les dates. Des fois, je suis tellement stressée que j'ai même plus envie d'y aller, en fait. J'aime pas trop les courriers en général parce qu'on reçoit pas souvent des cartes postales. Les gens qui avancent pas dans la rue. Parce que moi, je suis hyper speed. Quand ça avance pas, qu'il y a une petite rue, je suis là en mode « mais avance !» Et on en tient une vraie parisienne, car disons-le de l'avis de tous, la ville la plus stressante de France, c'est... Paris. 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 Et pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ressemble un Parisien sur ces terres, bienvenue au cœur de la jungle de la capitale. C'est pourquoi vous allez vite comme ça? Parce que quand je traverse, j'aime bien être de l'autre côté. Ah, on va se faire écraser! Ouh là là! Là, c'est stressant. C'est quoi la ville la plus stressante en termes de bouchons? Désolé, je dois partir là. Mais monsieur, on a le temps, ne stressez pas! Bonjour monsieur, c'est pour vous apprendre à vous déstresser. Ah non, j'adore être stressé, moi. Vous êtes hyper... Ah oui, j'adore ça. Ah ouais, je suis contre la santé. C'est les Parisiens, quoi, ils sont toujours stressés. Hein. Et pour les soumettre à l'épreuve du stress, j'ai simulé au beau milieu du micro-trottoir un direct sur le plateau de Bel et Bien. On va voir qui a les nerfs solides. Alors une dernière question, nous sommes en direct. Alors pour vous, le stress, qu'est-ce que ça signifie? Bon, c'est quelque chose de naturel. Enfin, on est tous un peu stressés, c'est formidable, mais je sais pas. Bonjour, non, il faut pas peut-être. On y va, on a une minute. Vous allez me stresser si on n'a qu'une minute. Sur le stress. Ah, sur le stress, c'est des choses de la vie, tout le monde est stressé. Est-ce que vous êtes stressé là? Un peu.
Oui, je viens de lui demander, est-ce que vous êtes stressé? Oui, je suis stressée. Dernier petit conseil pour nos téléspectateurs. En fait, du yoga. Ah, on me demande une petite démonstration. Oui, oui, elle va la faire. Qu'est-ce que je fais? Le chat vache. On inspire, on expire. André Manoukian adore le chat vache, me dit-on à l'oreillette. Merci, merci à vous les studios, merci. Oh là là, que c'est dur votre boulot. Ah oui, désolé. Non, mais ça va aller. Ça va? Je vais rentrer. Elle est vraiment formidable. Elle est géniale. Sarah Ah oui, Cadour. ça, alors. Alors Christophe, que se passe-t-il d'un point de vue psychologique lorsque l'on est confronté au stress? Il y a 3 phases dans le stress qui sont très, très classiques. Au début, il y a une phase d'alerte, c'est-à-dire le problème survient et notre organisme, notre corps se prépare et mobilise nos ressources. Donc c'est là qu'on sécrète la fameuse adrénaline qui prépare notre corps à l'action. Puis après cette phase d'alerte, il y a une phase d'adaptation, une sorte de phase en plateau, qui est aussi une phase de résistance dans laquelle notre corps comprend que ça va être un peu long, que ça va durer. Donc là, c'est plus tant l'adrénaline que le cortisol, qui est sécrété par les corticosurrénales. Et le boulot du cortisol, c'est d'élever un peu la glycémie dans notre corps pour nourrir nos muscles, toujours. Donc pareil, cette préparation à l'action. Là, on est encore dans du stress adaptatif. Si tout ça dure trop longtemps, si la situation stressante s'éternise, dure des jours, des semaines, et des mois parfois, malheureusement, quand c'est des situations existentielles, là on rentre dans la phase d'épuisement où toute cette sécrétion régulière d'adrénaline, de cortisol finit par saturer nos récepteurs, les petites cellules à la surface des neurones qui reçoivent les messages des neurotransmetteurs, ce qui fait que notre corps va sécréter encore plus d'adrénaline, encore plus de cortisol, et là on va commencer à avoir les effets secondaires, on va commencer à tomber plus souvent malade, il y a un effondrement de l'immunité, il y a tout un tas de pathologies, de dérèglements digestifs, etc., qui se mettent en place, et cette phase d'épuisement, si le stress dure trop longtemps ou si je n'ai pas de temps pour récupérer, c'est très important ces histoires de récupération, c'est ce dont on s'est aperçu qu'elle conduisait au burn-out, c'est-à-dire les dépressions par épuisement. Donc c'est première phase, deuxième phase, c'est OK. Troisième phase, là, il faut vraiment soit se dégager des stresseurs, soit modifier sa façon de leur réagir. Sylvie, on entend souvent parler de bon stress. Ça existe vraiment, ça, le bon stress? Je vais aller vous expliquer Allez au tableau, ça. Sylvie. J'adore quand elle sort sa baguette magique. Alors, vous voyez cette jolie courbe en cloche, là. Donc, on a longtemps expliqué aux gens que trop peu de stress ou trop de stress, c'était un problème, et que ce qui était optimal, vous voyez, ce qui nous permettait d'être au maximum de nos performances, de nos capacités, c'était suffisamment de stress. Mais en réalité, depuis quelques années, les neuroscientifiques reviennent sur cette notion de bon stress. Elle aurait peut-être été un peu inventée par les chefs d'entreprise qui voulaient motiver leurs troupes et qui leur disaient non mais si vous n'avez pas assez de stress, vous allez vous ennuyer et vous allez faire non pas un burn-out, comme quand on a trop de stress, mais un bore-out, c'est-à-dire trop d'ennui. Et donc on a voulu raconter aux gens qu'un bon niveau de stress, ça les aiderait à se dépasser. En réalité, le stress, je crois que c'est jamais bon. Là où la motivation ou le défi, ça peut être au contraire très productif. Moi, j'étais en train de regarder à quel endroit je me trouvais. Et croyez-moi, je suis à droite. Alors le stress touche tout le monde, même les plus grandes stars comme vous, Agathe, qui n'hésitent pas à en parler à cœur ouvert. C'est le cas de l'actrice Emma Stone. La méditation m'aide à gérer mon stress. Je m'assois à 10 ou 20 minutes et je me répète un mantra, mais je peux aussi juste me concentrer sur ma respiration. Mais ce qui marche le plus quand je suis très stressée, c'est de vider mon esprit. Et pour faire ça, j'écris sur un papier tous mes soucis et je laisse tout sortir. Comme ça, je peux aller me coucher sans y penser. Ça m'aide énormément. Ces stars américaines le montrent bien, les femmes osent plus facilement parler de leur stress que les hommes. Le stress touche davantage les femmes, Sylvie ? Est-ce que c'est une question sexiste ? Non, je pense que c'est une question très réaliste. Je pense que les femmes, on le sait, on en parle beaucoup, elles ont une charge mentale qui est vraiment très importante.
Et en général, tout arrive au même moment, c'est-à-dire qu'elles arrivent vers la quarantaine, entre 40 et 50 ans, avec énormément de responsabilités à tous les niveaux. Elles sont à un point très important dans leur carrière et on sait que dans certains domaines, elles vont être obligées de se battre pour aller encore plus loin ou pour garder leur position. Mais en même temps, à la maison, tout repose sur elles, toute l'organisation de la maison, etc. Et donc, du coup, elles ont l'impression d'être obligées de se battre sur tous les fronts. Si on rajoute à ça des modifications hormonales qui peuvent, à certains moments du cycle... Excusez-moi, c'est ma vie. Alors qui peuvent, à je certains... m'écroule à chaque fois. Voilà, donc les modifications hormonales, elles vont pouvoir majorer ces effets du stress. Et puis, on oublie aussi que vers la cinquantaine, pour une femme, c'est très compliqué parce qu'elle a en même temps un métier très prenant, des enfants qui sont très demandeurs et parfois des parents dont il faut s'occuper ou dont il faut gérer la maladie, etc. Et on ne parle pas du mari et de l'amant. Exactement. Mais donc, ça fait trop. Et on sait que tout ce stress accumulé peut devenir un véritable stress chronique qui va vraiment être très néfaste, comme on l'a dit, y compris pour la santé physique. Et à ça va s'ajouter des stress aigus. L'enfant qui est malade, qui fait une chute, etc. Et donc, du coup, le sommeil va s'en trouver encore plus fragmenté. Et on sait que le défaut de sommeil va rajouter au stress. Et donc, non, ce n'est pas un mythe. Effectivement, les femmes sont probablement plus exposées à tous ces risques du stress. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous vous dites, mais c'est pas possible et tout. Non, non. Mais évidemment, on va vous donner tous nos conseils 100% anti-stress. On ouvre la boîte à outils de Bel et Bien. Bonjour Patrick Amar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, directeur de société sur la santé au travail et coach anti-stress en entreprise. Et vous allez nous donner vos conseils pour passer de ça à ça. Attendez, je suis en train de nager avec Jacques Mayol, tranquillement. Patrick Amar, vous écrivez que le stress agit à 3 niveaux. Oui, le stress va se manifester de plusieurs façons et essentiellement sur 3 niveaux qui sont la tête, le cœur et le corps. La tête, c'est finalement la façon dont je perçois le monde. Les émotions, c'est ce que je ressens, tout le cortège émotionnel qui va suivre mon entrée dans le stress. Et puis le corps, c'est toutes les manifestations physiques et comportementales qui vont advenir quand je vais être stressé. Tête, corps, cœur, c'est le théâtre du stress, quelque part. Alors, on commence, Patrick, avec le conseil anti-stress pour la tête. Bien, la tête, d'abord, c'est un bruit intérieur qui va prendre plusieurs formes, comme par exemple des pensées négatives ou démobilisatrices, c'est des ruminations, c'est des obsessions, c'est des pensées anxieuses, ou mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, ou je n'y arriverai pas. Et un premier conseil de la tête, c'est la technique du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est accepter que la situation est comme elle est, ce qui ne veut pas dire être d'accord ou se résigner, bien au contraire. L'acceptation est une stratégie très active. Mais alors, vous faites quoi du petit vélo dans la tête? Ah oui, des ruminations, ça, justement. Là, ce petit vélo, parce que... Alors, Christophe nous en dira un mot, mais déjà, ça peut commencer par prendre conscience de toutes ces pensées qui m'assaillent, ce qu'on appelle ces pensées automatiques qui arrivent avec la force de l'évidence. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas bon. Aller chercher les moments où j'y suis arrivé contre toute attente et me dire qu'en fait, non. Il y a des moments, il y a des instants dans ma vie où j'y suis arrivé. Et déjà, c'est la naissance de l'espoir. Et commencer à mettre en face de ces pensées automatiques. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas bon, c'est voué à l'échec. Des pensées plus remobilisatrices autour de c'est dur, mais je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Et un voyage de 100 000 pas commence par le premier pas, et bien allons-y. Christophe? Oui, les ruminations, effectivement, vous en parliez, Patrick, c'est le grand aggravateur du stress. C'est-à-dire le stress qui me prend face à un problème ponctuel, ok, mais si j'étale ce stress dans le temps, j'y repense tout le temps, je cherche des solutions, puis il n'y a pas forcément de solutions, et donc je suis sans arrêt prisonnier d'un stress que je finis par fabriquer moi-même, que j'étale comme ça, c'est quelque chose d'épuisant. Et le Dalai Lama avait une phrase très amusante par rapport à ces histoires de chercher la solution magique. C'est s'il y a une solution, inutile de t'inquiéter, et s'il n'y a pas de solution,
inutile de t'inquiéter. Et en réalité, pour voir si ce qui nous piège dans les ruminations, ce qui maintient le stress, c'est qu'on croit qu'on réfléchit. On croit qu'on fait un truc, voilà, on est sur le problème, on le fait tourner dans notre tête. En réalité, on ne réfléchit pas, on rumine. Pour savoir si vous réfléchissez ou bien si vous ruminez, il y a 3 questions. Depuis que je crois réfléchir à ce problème, est-ce que j'y vois un peu plus clair, oui ou non? Est-ce que finalement j'ai trouvé la solution, oui ou non? Est-ce que au moins je me sens mieux, oui ou non? Si vous répondez non aux 3, vous ne réfléchissez pas, vous ruminez et donc vous étalez votre stress dans le temps. Et le paradoxe, effectivement, c'est que parfois, pour s'arrêter de ruminer, en dehors des stratégies de pensée alternative, eh bien, le plus simple, c'est parfois d'aller marcher, de faire des choses simples, de se lancer dans des actions simples. Si on sait le faire, on se relaxe, on médite, mais parfois, c'est des trucs très simples pour casser le cycle de rumination qu'on doit enclencher. Alors attention, Patrick Amar, on a parlé donc de la tête. Maintenant, on va passer au conseil anti-stress pour le cœur. Le cœur, c'est tout le pan émotionnel. Le stress est très souvent accompagné d'un cortège d'émotions, tristesse, anxiété, peur, hypervigilance, et on est mal à l'aise finalement avec les émotions. La première chose, c'est comprendre ce qui m'arrive, être capable de nommer l'émotion, qu'est-ce que je ressens à ce moment donné, la nommer, comprendre ce qui arrive. Et la deuxième chose, nommer, comprendre, la deuxième chose, c'est accepter cette émotion. Quand on me propose de passer à la télévision, il y a la naissance d'un petit stress, et puis qui s'accompagne très rapidement d'émotions. Alors, ça peut être des émotions de joie, à être sur le plateau avec... Ça, je comprends, avec Elsa, avec... Voilà, Kat, ouais. Voilà, on m'avait promis Élodie avant. Ça peut être une émotion de peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Ça peut être une émotion de tristesse, à regarder tous ces gens mieux que moi sur le plateau, potentiellement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et déjà, comprendre cette émotion et l'accepter, c'est déjà s'éviter toutes ces résistances, même pas mal. Mais ça veut dire qu'il faut s'arrêter dessus. Si ça demande, il faut être proactif. C'est-à-dire, attends, là, qu'est-ce que je ressens? Ok, j'ai peur. Déjà, rien que de se le dire, ça veut dire qu'on va mieux, quoi. Oui, et après, la dernière étape, c'est utiliser cette émotion. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion? La peur, elle me dit qu'il faut que je fasse preuve d'une hypervigilance, parce que l'environnement menace de me faire quelque chose. Donc, reconnaître, accepter et utiliser les émotions, c'est une façon de jouer la carte cœur. Alors on finit avec le corps, Patrick Amar. Quel conseil anti-stress nous donnez-vous? Moi, à titre personnel, c'est la marche. La marche pendant au moins 30 minutes, 1 heure. C'est un bon outil anti-stress, la marche? Oui, c'est bien. Et de façon générale, et ça a été dit, une marque parlait de Just Do It. Et elle a plutôt bien marché grâce à ce slogan. Oui, plutôt. C'est une bonne idée. L'action est une bonne idée. Pour éviter la rumination, pour éviter la stagnation, et simplement parce que l'action nous ouvre vers des potentialités qu'on ignorait ou qu'on ne subodorait pas. Donc la marche, très bien, l'écriture, très bien. La respiration? La respiration, je pense que c'est important. Quand on est stressé, on respire mal. On a tendance à hyperventiler, à respirer très vite et de façon peu profonde. La technique du 4-2-6, vous la pratiquez avec vos patients? Par exemple. Alors, c'est quoi la technique du 4-2-6? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est globalement, j'inspire sur 4 temps, je retiens sur 2 et j'expire sur 6. On peut la faire avant de se coucher le soir, on peut la faire assis sur un fauteuil. Eh bien, imaginez le ventre comme un ballon qui va se gonfler. Donc, la respiration vient du bas du ventre. On va gonfler le ballon. Souvent, on pourra mettre une main pour s'assurer que c'est bien le ventre et pas le haut du corps qui bouge. J'inspire sur 4 temps, je tiens sur 2 et j'expire tranquillement. Une bonne respiration, c'est 10 à 14 respirations à la minute. Je prends mon temps et sur l'expiration notamment, je vais visualiser, par exemple, des images de grand bleu. Je vais me relaxer en allant typiquement visualiser les parties de mon corps qui, en général, retiennent du stress, la mâchoire, le front, les épaules. Et je vais essayer, en expirant, de relaxer ces parties-là en le faisant doucement sur ces 6 temps d'expiration. Et vous parlez de visualisation mentale?
Oui, il y a parfois des moments, des endroits, des refuges qu'on aime bien. C'est une plage, c'est une montagne, un endroit de notre enfance. On peut aller visiter cet endroit quand en faisant de la visualisation, accompagner, je dirais, cette expiration de modalités visuelles. Il faut faire attention, hein. Souvent on a l'impression que voilà, respirer, visualiser, c'est tout bête, tout simple. Ça marche très très bien. On va terminer notre prescription anti-stress avec Sylvie. Sylvie, vous êtes vraiment déjà, rien que vous-même, vous le savez, une prescription anti-stress. Rien que de vous regarder, personnellement, je me sens mieux. Alors les yeux dans les yeux, quelle est la règle d'or anti-stress que vous préconisez pour nos téléspectateurs? La plus importante pour vous? Une seule? Alors, essayez de choisir. Non, une seule, ça va être très très dur. En réalité, je pense qu'il faut commencer par savoir ce qui nous stresse. Ça, c'est la première chose. Deuxième règle d'or, apprendre à relativiser. Parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité à relativiser naturellement et qui, du coup, ne ressentent pas le stress, mais ce n'est pas le cas de tous. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est essayer de trouver ce qui marche le mieux sur nous. Donc, pour certains, ça va être la visualisation, mais pour d'autres, ça va être aller marcher. Pour d'autres, ça va être le sport. Pour d'autres, ça va être la musique, le rire, la nature. En réalité, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que tout ce qui nous fait plaisir peut devenir vraiment un antagoniste naturel du stress. Merci beaucoup Sylvie. Alors j'aimerais maintenant vous parler d'un domaine où l'on doit tout particulièrement maîtriser son stress. C'est le sport de haut niveau, mention spéciale au biathlon. Imaginez-vous au cœur d'une mass start, l'épreuve reine de ski de fond. Au terme d'une course de 15 km et de 30 minutes d'effort intensif, le biathlète se présente sur le pas de tir. À ce moment-là, son rythme cardiaque avoisine les 180 pulsations par minute, soit la fréquence de battement d'un marteau-piqueur en action. Ses muscles des bras sont tétanisés par l'effort. En ressenti, tout objet qu'il soulève pèse 3 fois son poids. C'est donc 10 kg qu'il porte à bout de bras, soit l'équivalent d'un pack d'eau minérale tout entier. L'acide lactique lui brûle les jambes et sa respiration est haletée. Et pourtant, le biathlète doit en quelques secondes reprendre son souffle, détendre ses muscles endoloris et se concentrer pour abattre en moins de 15 secondes les 5 cibles de 11,5 cm de diamètre qui se trouvent à 50 mètres de lui. Dans son chargeur, 5 balles, et à la moindre erreur, il peut dire adieu à la victoire. Une véritable prouesse. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet, qui a remporté 5 médailles olympiques lors des derniers Jeux d'hiver, travaille sur sa respiration en pratiquant l'hypnose et la méditation dans le but d'inhiber l'effet du stress. Alors Christophe, vous confirmez évidemment les bienfaits de la méditation sur le stress ? Oui, beaucoup de sportifs utilisent alors méditation, relaxation, hypnose, sophrologie. C'est-à-dire toutes ces techniques, elles ont en commun plusieurs choses. D'abord, c'est un travail sur l'attention. On tourne son attention vers autre chose que l'inquiétude, la peur de ne pas atteindre la cible, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir faire face. Et on la dirige vers sa respiration et son corps. Donc déjà, c'est autant d'attention en moins pour mes ruminations. Et puis, il y a un deuxième mécanisme, c'est qu'effectivement, le simple fait de prendre conscience de sa respiration, de son corps, eh bien, apaise notre agitation, calme l'agitation due au système nerveux sympathique. Donc déjà, il y a des mécanismes comme ça qui se mettent en place et en gros, ce type de techniques, elles ne vont pas supprimer le stress, mais elles écartent les mauvais côtés du stress. Alors s'il y a bien un remède formidable contre le stress, c'est le sport, encore faut-il s'y mettre, mais enfin bon. Et parmi les disciplines les plus efficaces, il y a la boxe anglaise. Ah bon ? Ah ouais ? Non, mais alors ça, notez-le. Mais moi, je comprends. La course à pied, le pilate. Ah, le pilate. Ouais, et plus original, la corde à sauter qui se démocratise parce qu'elle peut se pratiquer évidemment n'importe où et c'est pas cher. Sylvie, d'un point de vue neuronal, pourquoi est-ce que le sport fait office d'anti-stress et à quelle fréquence est-ce qu'il faut le pratiquer pour voir des effets relaxants à long terme ?
Alors, vous avez raison de citer tous ces sports, d'abord parce qu'effectivement, ce sont surtout les sports d'endurance qui vont être efficaces, en particulier parce qu'ils vont permettre de mettre en place une respiration, comme on l'a vu, qui va être très efficace contre le stress. Mais par ailleurs, il y a vraiment un effet biologique, parce que la pratique du sport, elle permet de libérer des endorphines. C'est pour ça que souvent, on se sent très très bien, voire complètement dopé moralement par la pratique du sport. Ça permet de libérer de la dopamine, qui est l'hormone vraiment du plaisir. Et ça permet de diminuer véritablement le niveau de cortisol. Donc ça agit directement biologiquement sur les hormones du stress. Mais en plus de ça, la pratique du sport, elle permet de supporter le stress et aussi de réduire les effets néfastes du stress sur le corps qui nous contractent, qui nous empêchent de respirer, etc. Donc tous ces sports dont on a parlé, et en particulier la marche, qui est un sport qui nécessite aucun équipement, qu'on peut faire partout et qui sera d'autant plus efficace qu'on marchera dans la nature, dans un environnement qui lui-même a des vertus apaisantes. Donc tous ces sports-là vont véritablement permettre de lutter contre le stress. Alors sur la quantité, on dit en général qu'il faut faire au moins 30 minutes pour que ce soit efficace. Et si ça pouvait être 30 minutes tous les jours ou au moins 5 fois par semaine, alors ce serait vraiment, vraiment bénéfique. Alors sachez qu'il existe de nouvelles thérapies anti-stress à pratiquer en institut. Et pour cela, nous allons retrouver notre envoyée spéciale Sarah Cadour depuis un cabinet de sophrologie pour une séance d'acupuncture, mais sans piqûre. C'est bien ça, Sarah? Ali, j'ai une confession à vous faire. Depuis petite, j'ai une peur terrible des aiguilles, mais j'ai trouvé une alternative pour lutter contre mon stress. C'est la luxoponcture et je suis avec Sandrine Beaufort pour nous en parler. C'est quoi la luxoponcture? La luxoponcture, c'est de l'acupuncture sans aiguille. Et c'est quoi le petit plus par rapport à l'acupuncture? C'est complètement indolore. On stimule avec un infrarouge, c'est indolore. Eh bien, stimulez-moi. Allez, c'est parti, on commence par stimuler quel point? Le système nerveux au niveau de l'oreille, qui va permettre de réguler tout le système hormonal, endorphine, sérotonine. J'ai bien fait de me laver les oreilles avant de venir. Et la mélatonine, la fameuse hormone du bien-être. Parfait. Alors ensuite l'anxiété, le diaphragme, quand il est souvent fermé, quand nous sommes très stressés. Là, il doit être très fermé parce que j'ai passé 1 heure dans les bouchons avant de venir. Et voilà. Et puis, nous allons stimuler un petit peu la main, le système hormonal, toujours. Et vous voyez, j'ai la main moite. J'ai la main moite parce que je suis très souvent anxieuse, stressée. Est-ce que ça va m'aider après cette séance à aller mieux déjà? Non seulement. Alors, une séance est un peu court. À partir de la 3e séance, on voit les résultats. Et ce sont des protocoles de 7 séances. Et en cette séance, vous dormez bien et vous n'avez plus aucun stress. Eh bien, Sandrine, pour tout vous dire, j'ai déjà envie de dormir. Ali, Agathe, je vous laisse. Je vais faire un petit somme, si vous me le permettez, Sandrine. Avec grand plaisir. Elle fait quand même un beau métier. Merci, Sarah. On vous laisse tranquillement dormir et profiter des bienfaits de cette séance. Alors, on va maintenant s'évader avec Marie Trey-Stéphanie, qui nous amène dans la ville la moins stressante de France. Alors, vous nous amenez où cette semaine? Alors Ali, pour plus de relaxation, je vous ai fait visiter une ville où la nature ne fait qu'un avec la ville urbaine. J'ai nommé Grenoble. Enfin non, ça c'est ma ville natale. Donc je vous emmène un peu plus loin, dans le Venise des Alpes, Annecy, qui a été élue ville la moins stressante de France. Sur place, nous avons rencontré la sophrologue Géraldine Deschamps, ancienne francilienne, qui vit à Annecy depuis 7 ans. Elle nous explique pourquoi il fait particulièrement bon vivre dans cette ville. Alors bien sûr, pour des raisons évidentes d'accouchement imminent, je n'ai pas pu me faire le déplacement. Donc notre journaliste Marianne Moing s'en est chargée. Regardez. Bienvenue à Annecy, une ville où les Anneciens ont l'air détendus. Bonjour. Salut. Vous êtes d'Annecy? Ouais, un peu. Dis donc, vous avez l'air bien là. Impeccable. Et avec un paysage comme ça, pour être stressé, ce serait quand même dommage, non? Annecy en un mot. Très belle ville. Il y a la joie, il y a la bonne humeur, c'est beau. Quand on a les montagnes, le lac, on ne peut pas espérer mieux. Faut pas se le cacher, on a une bonne qualité de vie. D'ailleurs, on avait été élus, vivre où il fait le plus bon vivre. Eh ben, c'est pour ça qu'on est là. Eh ben, vous avez raison. Est-ce que vous habiteriez ailleurs qu'à Annecy? Je ne pense pas quitter cette terre natale dans les prochaines années. Je ne bouge pas de là, je reste là, oui. Quelle ville, selon vous, en France, est la plus stressante? Paris.
Je veux pas dire du mal, mais je crois que c'est Paris. En France? Paris. Tout le monde va vite, les gens sont pressés, peu souriants, il manque de montagnes, il manque de lacs. Rien que sur la tête des gens, ça se voit qu'ils sont pas bien, les gens. Je suis parisienne, moi. Bah, ça se voit. Non, je rigole. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a aucun doute, les Annéciens aiment leur ville et sont détendus. Pour connaître leurs secrets, on a rencontré Géraldine Deschamps, sophrologue et habitante d'Annecy depuis 7 ans. Mais avant, première question, pourquoi est-on stressé dans les grandes villes ? Cette hyper-sollicitation constante, c'est très favorable au stress, le fait d'être un petit peu tous serrés les uns contre les autres, d'abord parce qu'on n'est pas forcément toujours dans le même mouvement que tout le monde. Cette sensation de moins bien respirer, elle peut être présente aussi. La foule, ça fait du bruit et on n'a pas toujours envie de subir ce bruit-là. Ni une ni deux, on est parti arpenter Annecy, la ville la moins stressante de France. Il y a un instant à peine, on était dans le centre-ville et là on arrive sur ce lieu magnifique. Quel est l'avantage de cette proximité de la nature pour les habitants? Je dirais que c'est d'avoir un lieu de ressources toujours à proximité. On a aussi cette possibilité de déconnecter des préoccupations de la journée très facilement par le biais de la nature. Quand je regarde un arbre, quand je regarde la nature, on arrive dans quelque chose qui est essentiel, qui était là avant moi, qui sera là après moi, je l'espère. À Annecy, cette faible pollution visuelle augmente la qualité de vie de ses habitants et notamment leur sommeil. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est ce mouvement et ce rythme. Le rythme de la nature qui nous invite à ralentir et peut-être aussi à aller rechercher quel est notre propre rythme. Alors Géraldine, avez-vous un conseil à donner aux habitants des villes ultra stressantes comme Paris, Lille ou Marseille? S'offrir des temps où je me coupe de toutes les stimulations qu'il y a autour, je me pose, je regarde, j'observe. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Et ça se travaille finalement de façon permanente, quotidienne. Quand notre ville ne nous offre pas de lieu ressourçant, il faut donc trouver l'apaisement dans l'introspection. Mais à choisir, Marianne a préféré rester à Annecy. Ah, on comprend quand même. Bah oui, on est si bien à Annecy que Marianne a décidé d'y rester. Je comprends tout à fait. On ne peut pas lui donner tort. Christophe, en quoi les facteurs environnementaux influencent-ils notre stress? Comment pouvons-nous retrouver ce bien-être quand on vit dans des grandes agglomérations comme Paris? Comment on fait? Alors, déjà, par rapport à Annecy, Annecy cumule 2 énormes avantages. D'abord, c'est la vitamine V, comme vert. On sait que plus vous êtes exposé à des espaces verts, à des espaces naturels, plus c'est bénéfique à votre santé. Et puis, on a aussi la vitamine B comme bleu. D'autres études, depuis quelques années, ont montré que vivre près de plans d'eau, de mer, d'océan ou de fleuve, a également un effet très bénéfique. Alors, ces effets, ils sont liés à cette fameuse biophilie dont on parle souvent, nos racines animales, le fait que la nature, au fond, c'est notre matrice originelle. Donc, on sait qu'on vient de là, qu'on y retournera, donc on se sent en sécurité. Il y a aussi le bon usage qu'on peut faire de ça. C'est-à-dire, effectivement, je peux vivre à Annecy, mais si je ne passe pas de temps à me mettre au contact de la nature, à la contempler, à l'apprécier, ça ne me fera pas de bien. Donc, il faut apprendre à savourer tout ça. Et effectivement, la question, c'est injuste. Finalement, ces gens qui habitent près de la nature, c'est dégueulasse. Moi qui suis en ville, bah ouais, c'est pas sympa. Alors, on a aussi des études montrant que si vous fréquentez régulièrement les espaces verts, si vous allez marcher au bord des canaux, des fleuves, si vous contemplez le défilement des flots, eh bien, vous rattrapez en quelque sorte ce désavantage, avec même un effet retard. Si vous baladez tout un week-end dans les bois ou dans la forêt, les bénéfices vont durer à peu près 15 jours. Donc, finalement, ça justifie ce qu'on est en train de faire dans la plupart des villes, c'est revégétaliser, essayer de rendre les villes beaucoup plus bio, beaucoup plus vertes, beaucoup plus bleues, pour non seulement le plaisir des yeux, mais aussi la santé de leurs habitants. Merci beaucoup Marie et Merci, merci Patrick Camard pour tous vos précieux conseils. Patrick, vous nous avez fait du bien. Appliquer dès ce week-end. On va maintenant parler d'un des désagréments du stress. Et quand je dis désagrément, vraiment, le mot est faible. Je veux parler des problèmes gastriques. C'est le supplément de Bel et Bien.
Alors, vous connaissez le stress digestif, justement, vu qu'on parle des ballonnements, cette boule au ventre qu'on peut ressentir avant des examens. Eh bien, sachez que le stress peut entraîner bien d'autres maux de ventre et autres complications gastriques. Agathe, je vous laisse prendre note. Je sais que vous êtes concernée. Ah oui, oui. Décidément, ils sont inséparables. Qu'on se le dise, ventre et cerveau sont intimement liés et communiquent entre eux, tels deux meilleurs amis du soir au matin par l'entremise du nerf vague, le nerf le plus important du corps humain. Et comme ces deux-là, ils se disent tout, en cas de stress chronique qui vient dérégler notre système hormonal et nerveux, il n'est pas étonnant de constater que nos entrailles s'en trouvent elles aussi toutes retournées. Car le ventre réceptionne notre stress et le digère tant bien que mal. Et les conséquences sont désastreuses pour lui avec des diarrhées, des constipations, des douleurs intestinales, des crampes, des nausées, des vomissements, des spasmes, des ulcères, des ballonnements, des brûlures gastriques, ça devient digeste comme énumération, on est d'accord, mais pourtant, c'est bel et bien réel. Mais alors pourquoi? En cas de stress continu, l'équilibre entre le système nerveux parasympathique qui nous met au repos et le système nerveux sympathique qui nous tient en éveil est rompu. Le système sympathique met KO son adversaire direct et notre système immunitaire sécrète alors trop de molécules d'alerte qui vont favoriser la pullulation des mauvaises bactéries au sein de notre microbiote intestinal. C'est alors l'inflammation des muqueuses et l'apparition des douleurs abdominales. Mais ce n'est pas tout. Face au stress, notre transit lui aussi agit à sa guise. Et le coupable, c'est encore lui, le système nerveux parasympathique qui est en off. Or, c'est lui qui est en charge de vidanger nos intestins. Et comme il ne répond plus, pour certains, ce sera la constipation. Et pour les autres, me direz-vous, eh bien apprenez qu'à l'inverse, notre système sympathique qui tourne à plein régime commande lui la motricité du côlon, ce dernier étant stimulé, c'est alors la diarrhée. Voilà pourquoi, en cas de stress, l'envie d'aller à la selle se fait tantôt rare ou tantôt pressante. Avouez qu'on se sent soulagé une fois qu'on sait ça. Pas vrai? Sylvie, comment se fait-il que lorsque l'on est stressé, on a des nœuds à l'estomac ou des maux de ventre en tout genre? En fait, c'est ce qu'on vient de voir. On sait que maintenant, on appelle notre système digestif notre deuxième cerveau. C'est vraiment notre cerveau abdominal. On pense qu'on a 100 millions de neurones dans tout notre système digestif, ce qui en fait vraiment un deuxième cerveau, qui est sans cesse en relation avec notre vrai cerveau. Et comme vous l'avez dit, on a ces deux systèmes qui s'opposent, donc le système parasympathique qui normalement devrait gérer la digestion et le système sympathique qui lui doit gérer le stress, qui du coup éteint le système parasympathique et la digestion s'arrête. Alors on dit aussi parfois que c'est comme si le cerveau se disait à quoi ça sert de digérer puisque je vais mourir d'une minute à l'autre du fait de ce gros stress. Et donc il y a une compétition entre ces deux systèmes et c'est comme si notre système sympathique, qui est là vraiment pour nous défendre, pour nous protéger du stress, recrutait toute l'énergie possible et donc éteignait l'autre système, ne dépensait pas d'énergie pour la digestion et mettait toute l'énergie pour combattre le stress. Oh là là. Alors ces problèmes peuvent devenir évidemment soit aigus, soit complètement chroniques. Et on sait ensuite que ça peut même modifier la flore intestinale qui elle-même a un effet sur le cerveau. Donc on a ce cercle vicieux sans cesse entre cerveau et système digestif. Alors on va continuer à parler du rapport complexe entre le stress, le ventre, l'alimentation avec Elsa Wolinski tout de suite. Alors après un choc émotionnel, on peut avoir deux réactions. Il y a des gens qui arrêtent de manger, et puis il y en a d'autres, ça c'est vous, et il y a moi, qui se réfugient dans la comfort food. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle moi la nourriture doudou en fait. Les bonbons, les gâteaux, les plats plutôt gras. Et pendant très longtemps, en fait, j'avais vraiment cette sensation de bug, c'est-à-dire de déraisonner. C'est-à-dire que c'était pas moi. Moi, j'étais là, et puis tout d'un coup, une autre Elsa allait au bout du couloir pour aller manger son sucre. J'ai aussi compris une chose, c'est que on peut manger. On peut, si on a un petit problème et tout d'un coup on a envie de se faire un peu de bien, c'est pas grave de manger une sucrerie ou c'est pas grave de manger un jour un steak frites et on se fait beaucoup de bien. Au contraire, ce qui est important, c'est ensuite de pas remanger tout de suite, c'est de laisser la faim revenir à soi et là tout va bien. Ce qui est l'autre pendant qui peut être beaucoup plus important, c'est de se restreindre, c'est de se dire, j'arrête complètement le sucre. Et là, c'est une restriction cognitive. Si moi, je me dis, j'arrête le sucre, je tiens 2 heures. Donc 2 heures après, je vais remanger. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me stresser. Du coup, je vais me culpabiliser. Et le fait de me culpabiliser, je vais remanger. Et donc, je vais retomber dans un cercle vicieux. Est-ce que c'est bien ça, Christophe? Est-ce que j'ai bien compris mon fonctionnement? Vous avez bien compris, comme d'habitude, Elsa, c'est très clair. Non, mais d'ailleurs, ce que vous expliquez parfaitement, c'est ce qu'on connaît bien, c'est le stress, c'est un dérégulateur émotionnel. C'est-à-dire, souvenez-vous, quand vous êtes stressé, en général, vous vous mettez plus facilement en colère, vous êtes plus facilement inquiet.
inquiet, vous êtes plus facilement défaitiste, les gens vous énervent plus vite, vous vous énervez plus vite. Donc, il y a d'une part cette dérégulation de nos émotions que provoque le stress, et puis en plus, il provoque une dérégulation de notre capacité à gérer les émotions. Quand on n'est pas trop stressé, on peut calmer un petit peu ces émotions perturbatrices. Si on est stressé, on n'en est plus capable. Et donc, on va chercher la régulation au dehors. On va essayer de calmer nos émotions en buvant de l'alcool, en prenant des drogues, en se jetant sur les écrans ou en mangeant. Et malheureusement, l'effet n'est pas bon. Alors heureusement, notre journaliste Mylène Spéclin, qui a les mêmes problèmes que moi, est allée rencontrer Flavie Gusman, une nutritionniste qui effectivement nous raconte enfin les aliments qui peuvent nous contrôler, les aliments à privilégier et les aliments à bannir. Bonjour Flavie. Bonjour Mylène. Je viens vous voir parce que tout comme Elsa, je suis extrêmement stressée et je suis également très gourmande. Est-ce que vous pouvez me faire une petite liste assez concise des aliments qu'il faut vraiment éviter quand on est stressé? Alors les aliments qu'il faut vraiment éviter et que paradoxalement on a tendance à consommer quand on est stressé, ça va donc être tout ce qui est soda, bref sucre simple, boissons énergisantes type thé, café, en tout cas consommé en trop grosse quantité, le sel aussi qui va perturber tout ce qui est échange au niveau neuronal, donc qui peut perturber et favoriser donc le stress, et tout ce qui va être donc produits sucrés qui vont avoir un index glycémique très élevé et qui vont donc entraîner ces fameux pics d'hyperglycémie et donc d'hypoglycémie quelques temps après. Avant de venir vous voir, j'ai reçu ce message que je vous laisse lire. Alors, ça te dit d'aller boire un verre ce soir après le boulot. Est-ce que, même si il faut consommer l'alcool avec modération, est-ce que quand même 1 ou 2 verres de temps en temps d'alcool, ça n'aide pas à nous détendre? Alors, si effectivement on reste sur 1 ou 2 verres de temps en temps, pourquoi pas? Le seul risque, c'est qu'il ne faut pas que la soirée s'éternise et donc que du coup on finisse par se coucher tard en ayant bu un peu plus de boissons alcoolisées, donc en étant déshydraté. Et forcément, ça va avoir un impact le lendemain parce qu'on va avoir une dette de sommeil, donc pas mal de fatigue qui va de nouveau favoriser le stress. Si ce besoin de prendre un verre pour se détendre devient quotidien, ça va entraîner un risque de dépendance et toute dépendance entraîne un manque qui génère du stress. Du coup, moi je m'y perds un peu. Est-ce que vous avez des aliments type anti-stress? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça fonctionne? Alors, les aliments anti-stress, ça va être les aliments qui vont être source de magnésium, d'oméga 3, de vitamines du groupe B et de vitamine C. Le point commun de ces 3 nutriments, c'est qu'ils vont permettre donc d'inhiber en partie la sécrétion d'hormones du stress et de favoriser la sécrétion d'hormones anti-stress. Donc, si on en consomme régulièrement et en quantité importante dans son alimentation, on va effectivement être capable de réguler son stress et de niveler vers le bas. Et puisque près de 40% des Français se disent anxieux dès le réveil, Flavie nous a concocté le petit déjeuner idéal pour démarrer la journée en toute détente. Le matin, on va commencer par des céréales complètes, donc pourquoi pas 2 tranches de pain complet avec une mie bien brune. Dessus, on va étaler de la purée de fruits oléagineux, donc purée de sésame, purée d'amandes. On va l'associer avec une infusion plutôt qu'un thé. Et on peut prendre une petite poignée de fruits secs, type raisin sec, abricot sec. Étant donné que le stress me provoque souvent des fringales, Flavie m'a donné la recette du goûter parfait. En collation, on peut prendre quelques graines et quelques carrés de chocolat qu'on va manger en pleine conscience. Bien, je prends note du carré de chocolat. Donc on consomme vraiment dans le calme, en le savourant. Merci beaucoup Flavie pour tous ces conseils. On va tenter de les mettre en application pour avoir des journées moins stressées et moins stressantes. Et surtout, on l'a bien retenu, manger en pleine conscience. Oui, c'est le plus important. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous, Elsa, et à Flavie Gusman. Alors, on passe maintenant aux effets indésirables du stress sur notre peau, tels que les boutons de stress, l'altération du teint, le psoriasis, l'eczéma. Et bonne nouvelle, nous avons des solutions pour y remédier. Ça méritait bien un coup de cœur. Bonjour, professeur Philippe Humbert. Vous êtes professeur en dermatologie et l'auteur du livre « Votre peau me dit tout de vous ». Alors, dites-nous de quelle façon le stress agit sur notre peau. Le stress agit sur la peau parce que le système sympathique va vasoconstricter les vaisseaux. Et donc, on va pâlir, on va être blanc, pâle, pour privilégier la circulation au niveau des muscles et du cœur. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que nos pupilles vont se dilater pour mieux voir. Et puis, au niveau des mains, on transpire. Et vous savez qu'il y a des dysfonctionnements comme cela, des personnes qui transpirent des mains, soit liées au stress, soit spontanément. Pourquoi on transpire des mains? C'est pour adhérer, pour monter à l'arbre, par exemple. Le bûcheron va mouiller ses mains pour tenir le manche de pioche. On va avoir une transpiration aussi sur l'ensemble du corps pour évacuer la chaleur. Donc ça, ce sont des mécanismes non contrôlés du stress. Et puis, le stress peut induire, bien sûr, des maladies. Par exemple, l'eczéma. Pourquoi, par exemple, certains ont des poussées d'eczéma après un fort stress?
Exactement. Disons que le stress, c'est un peu comme le vent sur les braises. C'est-à-dire que ça ne met pas le feu. Donc le stress ne crée pas la maladie. Il faut qu'il y ait tous les ingrédients du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné. Mais par contre, le stress va amplifier la maladie qui est là. Est-ce qu'on est sur, en ce qui concerne en tout cas le stress et la peau, est-ce que pour une fois on est sur un pied d'égalité entre hommes et femmes? Eh bien non, malheureusement. Bisous, ça recommence. Parce que la femme a des particularités, notamment en fin de cycle, vous le savez, il y a une baisse des hormones féminines et ça la rend beaucoup plus fragile à l'égard du stress et à l'égard, par exemple, d'un bouton de fièvre qui est un herpès, qui va survenir au moment des règles. La femme a aussi souvent des carences. Pourquoi ? Parce qu'elle a des règles et donc elle peut avoir des carences en fer. C'est une fragilité supplémentaire qui la rend un petit peu plus sensible au stress. Bon, est-ce que vous avez des solutions miracles pour nous, maintenant qu'on a tous le moral à Z, contre les problèmes de peau liés au stress? Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Alors, il faut essayer d'être en parfaite santé, parce que tout déséquilibre va rendre le stress plus marquant sur la personne. Donc, pour être en bonne santé, il faut faire attention à la prise de poids, il faut faire du sport, il faut être bien dans sa peau, mais en effet, la peau va révéler beaucoup de votre mal-être et de votre angoisse. Peut-être le voit-on sur mon visage en ce moment. Sur le déficit en fer, quels sont les liens avec des problèmes de peau éventuels? Vous parliez de ça il y a quelques Vous savez, une maladie n'a jamais une seule cause. Lorsque vous faites un psoriasis, par exemple, vous avez des gènes qui prédisposent. Et puis, vous avez des troubles métaboliques. Et c'est souvent à l'occasion, une hyperinsulinémie, par exemple, liée à des troubles digestifs, va créer le psoriasis. Et le stress va venir par là-dessus activer les choses et faire que vous allez faire une grande poussée au moment d'un divorce, au moment d'un incendie de votre maison, etc. C'est ce qu'on appelle en médecine les événements douloureux de la vie, qui sont extrêmement importantes à prendre en compte chez une personne. Et c'est ce qui explique, par exemple, une chute de cheveux, une poussée d'herpès en cas de stress? Oui, pour faire une poussée d'herpès, il faut 3 conditions. Il faut avoir le virus de l'herpès. Il faut souvent avoir un état d'immunodépression. Et quel est cet état d'immunodépression? C'est par exemple le portage d'helminthes. Des études ont montré que quand vous avez des helminthes, des petits vers dans l'intestin, vous avez une baisse d'immunité qui favorise 2 virus, herpès et papillomavirus, les virus des verrues. Et vous le savez très bien, vous allez faire des verrues sur les mains au moment d'un stress. Les 2 conditions, avoir le virus de l'herpès, avoir les parasites et puis avoir le stress. Et la chute des cheveux? La chute de cheveux, on va aller chercher chez la femme, par exemple, la chute de cheveux, les autres facteurs. Le facteur principal de la chute de cheveux, c'est le manque de fer, dû à des règles trop longues, qui dépassent 5 jours. Mais également, chez la femme, il y a parfois les ovaires qui fabriquent trop d'hormones mâles. Et donc, cette condition-là, associée au manque de fer, va faire tomber les cheveux. Et donc, un stress peut faire tomber les cheveux de façon très importante. Vous savez, les anciens disaient « je me fais des cheveux ». Mais je me fais des cheveux sur l'oreiller, en fait. C'était les cheveux qui tombaient sur l'oreiller. Juste, vous parliez des parasites. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut faire comme avec les animaux? Pardon, hein, c'est une question qui peut paraître un peu bizarre. Et donc prendre des antiparasitaires? Oui, c'est une question qui se pose. Et savez-vous que les naturopathes sont extrêmement au fait de cela, alors que les médecins ne le sont pas beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a là-dessus, parce que moi, on m'a déjà conseillé de le faire. Et quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit « ça va pas ». Mais oui. Mais avec sa voix aiguë. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les analyses, lorsque vous faites une analyse, il y a toutes les chances qu'elle soit négative. Parce que ces parasites suscitent des anticorps, mais qu'on ne dose pas. Pas bien. Les immunoglobulines E spécifiques. Et puis quand on cherche les parasites dans les selles, on ne les trouve pas. Alors qu'on a donc un résultat négatif et on dit il n'y a pas de parasites. Non, ce résultat négatif ne permet pas de dire qu'il n'y a pas de parasites. Donc vous conseillez, vous, concrètement, de prendre des antiparasitaires? Bien sûr, dès lors qu'il y a des symptômes, parce qu'en médecine, on ne traite souvent que s'il y a des symptômes. Et les symptômes, par exemple, je vais peut-être faire une information très importante aujourd'hui. Chez la femme, quels sont les symptômes d'un portage parasitaire? Ce sont les fausses cystites, ces femmes qui font des infections à répétition urinaires, qui n'en sont pas. Quand on regarde, il y a des microbes, mais il n'y a pas de globules blancs, et qui font des soi-disant mycoses vaginales, qui ne sont pas des mycoses, qui sont des démangeaisons dues au portage parasitaire.
Eh bien, ça, c'est suffisant pour traiter une femme et de voir disparaître ses symptômes et donc de diminuer les risques d'herpès et de papillomavirus. Une information importante à tel point qu'on a dit que ces parasites pouvaient jouer un rôle dans le cancer du col de l'utérus de la femme parce qu'il est dû au papillomavirus. Et donc, il y a des articles scientifiques qui disent « traitons les helminths pour diminuer la cancérogénèse chez la femme ». C'est-à-dire, tuons les parasites avant que les parasites nous tuent, quoi, en fait, en gros. Très bien. Il existe des solutions cliniques pour traiter les problèmes liés au stress. On retrouve Sarah qui poursuit une cure anti-stress avec une méthode de traitement par le froid. Oui, Ali, je termine mon périple au centre Cryoface pour une séance de cryo-visage et je suis avec Julien. Alors, parlez-nous un petit peu de cette technique, de cette machine. Oui, Sarah, je vous envoie de la brume d'azote. Là, en température, on est déjà à moins 130 degrés et ça a énormément de bienfaits, surtout au niveau de la peau. Justement, quand on est stressé, on a souvent des plaques rouges, du psoriasis, de l'eczéma, parfois même de l'acné. En quoi c'est bon, justement, la cryo-visage ? Ça va rapidement calmer tout ce qui est inflammation au niveau de la peau et traiter effectivement tout ce qui est problème de peau. Et les résultats sont visibles dès la première séance ? Il faut effectivement plusieurs séances pour que ça soit efficace. Il faut compter environ une dizaine de séances. Et il y a surtout un bienfait immédiat, ça c'est l'endorphine. On l'a immédiatement après la séance, on se sent déstressé, c'est vraiment hyper agréable. Mais oui, je me sens bien comme sur un nuage. Est-ce que je peux essayer, Julien ? Oui, bien sûr. Ah là là, j'adore. Regardez. Docteur Imbert, est-ce que vous confirmez les bienfaits du froid ? Est-ce qu'il y a les bienfaits du froid ? Je découvre cette technique et pourquoi pas, j'allais dire, les stimulations physiques sont intéressantes en médecine. Que ce soit le froid, que ce soit le chaud, que ce soit autre chose. Le froid, probablement, et c'est peut-être plus le neurophysiologiste qui pourra expliquer par quel mécanisme ça agit, mais je le sens bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Philippe Imbert. Je rappelle que votre livre, Votre peau me dit tout de vous, est disponible évidemment en librairie. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci beaucoup. Comment on va tous prendre des antiparasitaires ? Je vous dis même pas. Alors, on le sait, le stress peut toucher tout le monde et les artistes n'y échappent pas. Ouh là là, bien au contraire. On va en parler avec la merveilleuse chanteuse Élodie Frégé. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Bonjour Élodie Frégé. Bonjour Ravi de vous Élodie. recevoir. Salut. Alors, je ne vous présente pas André Manoukian. Vous avez un spectacle en commun. Comment s'appelle ce spectacle ? Eh bien, nous cherchons toujours le nom. Et c'est en cours. Alors, il paraît que André, c'est le seul auquel vous avez fait écouter les chansons de votre nouvel album qui sortira fin 2022. Je lui ai fait écouter 3 chansons, puisque tout n'est pas prêt, patience. Il y a peut-être une ou deux autres personnes qui connaissent ces chansons, mais merci pour ton retour, qui m'a beaucoup touchée. J'ai hâte de faire écouter à tout le monde. Alors, Nous aussi, on a hâte. Vous le savez, le thème de l'émission, c'est le stress. Vous êtes une grande stressée devant l'éternel. Vous êtes stressée, là, par exemple ? Oui, je suis extrêmement stressée, je transpire. En fait, je me sers parfois du stress, je ne sais pas si c'est valable, mais c'est aussi un moyen de faire des choses dont je ne me sens pas capable. Je me mets dans une situation de stress pour me challenger. Il y a un truc comme ça chez moi, j'ai compris depuis très peu de temps en fait que ça marchait. Mais au fond, je suis quand même très souvent traqueuse, stressée, émotive, et c'est chiant, mais c'est bon aussi. Enfin, oui, il faut c'est s'en la servir, vie. quoi. La vie circule dans vos veines, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Alors, pour évaluer votre... Sauf le dimanche. oui, c'est ça. Non, moi non plus, je ne me lave pas le dimanche, je suis comme vous. Alors, pour évaluer votre niveau de stress, Élodie, on vous a préparé une petite interview stress. Très bien. Ou no stress. Alors oui, vous avez une petite pancarte devant vous, voilà. Donc à chaque situation, vous me dites si ça vous stresse ou pas, d'accord ? Stress ou pas de stress quand vous faites un discours en public ? Eh bien... est-ce que je peux répondre ça ? Oui. Non, parce qu'en fait, quand j'étais petite, je me sentais très transparente. J'avais l'impression que quand je commençais à parler, les gens, au bout de 20 secondes, commençaient à parler d'autre chose, partir, aller jouer. Non, mais c'était horrible. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de chanter, parce que quand tu chantes, les gens ils disent « Mais qu'est-ce que là, pourquoi elle se met à chanter au milieu de la classe ? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Et non, les gens ne m'écoutaient pas. Et je me suis dit « Mais je pourrais jamais faire de scène. » Et le truc qui me faisait le plus peur, c'était de parler entre les chansons.
Et j'ai compris un truc au fil du temps, avec ma longue expérience, c'est que en fait, il fallait que je laisse aller ma petite folie intérieure et que tant pis, quoi, je me prends les pieds dans le tapis. Pierre Richard est un de mes surnoms, c'est pas grave, quoi. Donc maintenant, je prends beaucoup de plaisir à laisser les choses venir et j'ai beaucoup moins de mal à faire un discours. Stress ou pas de stress avant de monter sur scène? Alors, ce trac. Stress. Ah ouais. Ouais, ça fait 20 ans en fait que je fais ça et je ressens toujours, même avant de te rejoindre, alors qu'on est vraiment rompu à l'épreuve, mais j'ai toujours cette espèce de... qu'est-ce que je fais là? Au secours, donnez-moi un verre de vin. Bon, oui, parce que si je bois 2 verres de vin avant de monter sur scène, je me sens beaucoup mieux. Pas plus, sinon je dis n'importe quoi. Avec modération, bien sûr. Bah oui. Avec modération, évidemment. Ce fameux modération qui est très sympa. Il est vraiment sympathique, oui. Christophe, est-ce que le trac des artistes, c'est un stress particulier, un stress singulier? Oui, on appelle ça l'anxiété de performance. Et les sportifs ont ça également. Et c'est un trac très particulier parce qu'il est soluble dans l'action. En général, il est au maximum avant d'entrer sur scène. Et dès qu'on se lance dans l'action, pour peu qu'on ait bien répété, qu'on soit à la hauteur, il se transforme en plaisir et en stimulation. Et c'est ça qui est formidable chez les artistes, c'est qu'au fond, ils ont peur avant et pendant, ils se régalent, ils sont heureux et après, ils sont très soulagés et encore plus heureux. Donc ce trac, ce stress, en fait, c'est presque une drogue parce que parfois je me dis qu'est-ce que je fous là juste avant de monter sur scène, et puis à la fin je me dis je vais y retourner, quoi. Et ça a l'effet, chimiquement je pense qu'il se passe des choses parce que on se dit mais non je veux plus sortir, demain je veux recommencer. Enfin c'est vraiment jouissif. Et moi, André, est-ce que je pourrais chanter avec vous et faire un spectacle? Je veux jamais. Bon, Élodie... Pourtant, tu chantes super bien, si je me souviens bien. Et oui, merci, Élodie. Très bel organe. Merci, Élodie. Bah, il n'est pas d'accord. Il dit que je chante pas mal. Si. Non, bon, allez. Bon, Élodie, on va quand même... Il vaut mieux que ce soit vous qui chantiez, quand même, malgré tout. Et vous allez nous faire l'honneur... Mais non, parce que vous êtes entouré des gens les plus déstressants du monde. Vous avez d'ailleurs choisi de nous faire un titre pour nous déstresser ce matin, pour bien démarrer notre week-end. Avec André, on vous laisse la scène. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear. Now I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Oh, what a difference a day makes. There's the rainbow before me. Skies above can be stormy. There's just a moment of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. My yesterday was blue, dear. Now I'm a part
what a difference a day makes. And the difference is you. Is you. Voilà. Merci. Bravo. Merci André et merci Élodie Frégé. Vous êtes actuellement en tournée avec votre spectacle en duo avec notre Dédé national. Merci à tous de nous avoir suivis. Ah là là, merci pour ce moment suspendu à André et à Élodie. Ali, évidemment, des moments suspendus. On en vit tous les matins avec vous sur France Inter. Pendant la semaine, c'est à 10h10 dans Grand Bien vous fasse. Et vous, Agathe, eh bien, on vous retrouve dans la maison des maternelles tous les jours à 9h30. Mais là, c'est pas suspendu apparemment. Si, c'est très suspendu. À 9h30 sur France 2, évidemment. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. Et puis d'ici là, évidemment, vous vous faites du bien, quoi. Vous connaissez ça, c'est une injonction. Faites-vous du bien. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely night